Bonjour à tous. Le 6 mai dernier, j'ai appris une nouvelle qui allait changer le cours de ma vie. Et mon tour de taille. S'en est suivi une semaine d'euphorie totale, puis le grand bouleversement. Les rendez-vous médicaux qui s'enchaînent en me laissant plus de questions que de réponses. Le corps qui change pour le meilleur. Waouh! Waouh! Mais quand même, souvent pour le pire. La palourde peut se manger en gratin. La production de chocolat suisse répond à des critères particuliers. Ah bah ça passe. Bon. Bref, l'angoisse qui monte. Bon, moi d'habitude quand j'angoisse, je bouffe. Sauf que là j'étais enceinte, du coup dès que je bouffais, je vomissais. Et puis dès que je bougeais, dis donc, je vomissais aussi, c'est sympa. J'ai donc fait des recherches pour savoir comment les autres femmes ont réussi à supporter cette énorme grosse bouse qu'est la grossesse, et ce depuis la nuit des temps. Au fil de mes recherches, j'ai aussi rencontré un livre qui brise le tabou de la condition des femmes pendant leurs 3 premiers mois de grossesse. J'y ai trouvé un éclairage sociologique important qui explique pourquoi la chape de plomb qui nous terrasse presque toutes à ce moment charnière n'a pas encore été levée. J'ai donc eu envie de rencontrer son autrice, Judith Aquian. Journaliste et essayiste, elle est passée par le célèbre magazine Blast et signe aujourd'hui son 2e essai, inspiré par son expérience de la grossesse. Un essai dans lequel elle ose décrire de manière réaliste l'état de ces femmes pour lesquelles les 3 premiers mois de grossesse sont tout simplement un cauchemar. Une première pour un livre francophone. Je m'attendais très naïvement à trouver ce que j'ai noté dans ce livre dans les livres de grossesse. Or, dans les livres de grossesse, j'ai trouvé littéralement tout l'inverse, c'est-à-dire une dédramatisation totale, une euphémisation permanente de tout ce que traversent les femmes. À ce moment clé de la grossesse qui est le premier trimestre, les femmes se retrouvent totalement seules, sans explication, avec des symptômes qui sont extrêmement durs à vivre. C'est 3 mois de vomissements, 3 mois de nausées, 3 mois où la moindre odeur vous fait des hauts le cœur, 3 mois d'une fatigue indescriptible. Il faut l'avoir vraiment vécu pour savoir ce que c'est. C'est une fatigue qui vous fait tomber d'un coup et qui ne se répare en plus jamais. Ils ont le sentiment qu'une fois de plus, ce qu'elles traversent est de l'ordre de l'intime, du privé, du personnel et que donc il s'agit d'être pudique. Et oui, ce sont des réalités pas toutes roses que l'on chuchote uniquement entre nanas depuis des millénaires. Et la parole se libère à peine maintenant. Parce que tu imagines bien qu'entre les #FitMom, #SexyMom et les photos de Meghan Markle qui se baladent sur des loups-boutins de 12 cm à 7 mois de grossesse, t'as du mal à faire comprendre à ton conjoint que toi, tu vas juste rôter comme un camionneur sous Cronenbourg pendant 9 mois. Parce que c'est ça la vraie vie, hein. Mais dans l'histoire de l'humanité, la vraie vie des femmes enceintes, ça n'intéresse pas grand monde en fait. Pas même les grands savants spécialistes de la médecine. Parmi les meilleurs textes des médecins antiques, il n'y a rien sur les troubles de la grossesse. Que dalle Walou Podzob sur les nausées, les vomissements, les vertiges, les hémorroïdes, la cystite, les vergetures, les gaz, la constipation, le diabète gestationnel, la narcolepsie gestationnelle ou l'insomnie gestationnelle. Choisis ton camp, bébé. Les douleurs ostéologiques, ligamentaires, musculaires, les problèmes bucco-dentaires, l'ostéoporose, les problèmes dermatologiques, la voix qui mue, ça c'est sympa aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Et bien sûr, rien sur l'état psychologique de la mère, quelle que soit l'étape de la grossesse qu'elle traverse. Mais bon, là-dessus au moins on est à égalité avec les hommes et les enfants, parce que la prise en charge de la détresse émotionnelle au sein du processus médical, c'est toujours pas très maîtrisé de nos jours. Il se trouve que, sans grande surprise, la grossesse, c'est globalement une affaire de bonne femme depuis que c'est renseigné, c'est-à-dire depuis l'Antiquité au moins. Aucun homme n'assiste à une naissance en Occident, fût-il un médecin, un prêtre ou le papa de l'enfant, avant l'époque moderne. L'omniprésence de la femme dans la sphère de l'enfantement est tellement fondatrice qu'elle est exprimée dans de nombreuses mythologies antiques, comme par exemple en Égypte, où Hathor et Mout accouchent assistées par des déesses. Résultat, comme ce sont les femmes qui s'occupent des femmes enceintes, elles se professionnalisent très tôt dans cette activité. On trouve même dans les textes antiques des descriptions de ce à quoi doit ressembler la parfaite accoucheuse. Elle doit être robuste, parce que c'est une activité physique. Et oui, il faut pouvoir porter, soutenir la future maman. Mais elle doit également avoir des mains fines et délicates avec des ongles coupés bien ras. Pour des raisons évidentes de... En France, des collèges pour la formation des accoucheuses se forment dès le XIIIe siècle.
À l'époque, on appelle les accoucheuses des alitrix, et ce n'est qu'en 1395 qu'apparaît pour la première fois le mot sage-femme dans la littérature. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Pour ceux d'entre vous qui y jouent encore au Trivial Poursuite en 2021. La rémunération des sages-femmes à l'époque médiévale ne se fait pas à chaque accouchement. Ces femmes étaient entretenues par la communauté parce qu'on estime qu'elles sont nécessaires à la santé du plus grand nombre, et puis dès qu'il y avait un accouchement, elles se précipitaient dans la maison en échange. Quoi qu'il arrive, à moins qu'on soit face à l'événement et dans un contexte privé, la grossesse et l'accouchement, globalement, on n'en parle pas. Et quand on se met enfin à en parler publiquement en France, à l'époque contemporaine, eh bien on s'aperçoit que le message est un peu parcellaire et qu'insidieusement, le choix du vocabulaire employé n'est peut-être pas anodin. Jusque dans le récit proposé par l'Éducation nationale, le corps des femmes, dans ce qu'il traverse véritablement, est invisibilisé et donc ne fait l'objet d'aucune espèce de compréhension. Donc lorsque les femmes entrent en grossesse, elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. Elles se sentent très illégitimes pour en parler puisque jusque dans les guides de grossesse, on leur dit que ce sont des petits mots de la grossesse. Les mots sont pensés pour proposer un récit de la société. À partir du moment où en français, on dit les petits mots MAUX de la grossesse, où on dit faire une fausse couche, et ça dit quelque chose sur la manière dont la société se pense et dont le corps de la femme est pensé. Donc de manière très, très négative. On considère que ce qu'elle vit d'énorme est en fait petit. Donc on la discrédite de facto. Quand elle traverse une fausse couche, on lui dit qu'elle l'a faite, ce qui évidemment est faux. En aucun cas la femme est actrice de ce qu'elle est en train de subir et qui est totalement biologique. Bref, pour résumer, parce qu'à partir de ce moment-là, le barman a fait tourner le moulin à café et le perco en même temps, même quand une femme n'est pas responsable de ses symptômes, on pose quand même une toute petite suspicion de responsabilité. Ah ouais, tu vomis à ce point ? Peut-être qu'inconsciemment, t'en avais pas vraiment envie de cet enfant en fait. Ta grossesse s'arrête ? T'as dû faire le footing de trop. Ou pire, ton désir infanticide secret s'est réalisé ? Hey Freud, va bien te faire d'accord ? Il y a toujours un con pour te donner son avis. Et en même temps, si tu décides d'avoir une attitude éclairée sur les changements physiologiques qui t'assaillent en demandant au corps médical, par exemple, pourquoi je peux plus manger de steak tartare, là, bizarrement, il n'y a plus personne pour te répondre, dis donc. Dans les guides de grossesse signés par des médecins, il y a vraiment une demi-page consacrée à l'accouchement, à la poussée, etc. Mais voilà, la poussée, ok. En revanche, la déchirure, la conséquence de la déchirure a posteriori, la conséquence d'une césarienne, etc. Enfin, on ne nous le dit pas d'une manière, en tout cas, absolument pas assez détaillée. Et donc, on n'est pas prête à vivre ce qu'on vit et surtout, une fois de plus, on se sent peu légitime a posteriori pour dire j'ai mal. C'est toujours cette très faible considération qui est donnée. Où en effet l'information est toujours tronquée. Pourquoi ? Alors d'abord parce que pas le temps d'expliquer. Et il faut avouer que le système hospitalier en France, se portant à peu près aussi bien que le système académique, on comprend que les mecs aillent à l'essentiel. Mais il y a aussi une dimension un tout petit peu vicieuse qui est que moins tu en sais, moins tu la ramènes et plus tu te plies facilement aux pratiques obstétricales classiques qui facilitent la vie des médecins. Je pense par exemple à la position obstétricale allongée avec les pieds dans les étriers, qui est bien pratique pour eux, mais qui est une parfaite hérésie physiologique. Et la préhistorienne que je suis vous en parlera dans la vidéo du mois prochain. La violence de ce silence qu'on vous impose pendant la grossesse est encore plus forte quand vous traversez un drame, comme la perte précoce de votre bébé par exemple. Il faut savoir qu'en France, la caisse d'assurance maladie ne vous reconnaît comme étant enceinte qu'à partir de votre échographie du 3e mois. Donc avant ça, rien. Aux yeux de la société, vous n'êtes pas une maman en devenir avant d'avoir passé le stade fatidique des 12 semaines d'aménorrhée. Stade à partir duquel le risque de fausse couche diminue drastiquement. Sauf que du coup, quand vous subissez une fausse couche dans ce laps de temps des 12 semaines, officiellement, pour votre pays, ça n'existe pas. Pour l'État, et donc pour votre employeur, qui se remet au papier officiel d'Amélie, votre problème médical n'existe pas. Le fait que la fausse couche soit finalement un épiphénomène, en tout cas un phénomène qui ne fait l'objet d'aucune prise de parole, d'aucun avertissement aussi, sachant que quand même un quart des femmes enceintes ont une grossesse qui s'arrête, donc c'est quand même 200 000 grossesses par an qui sont arrêtées par une fausse couche.
c'est beaucoup. Le fait que la caisse d'assurance maladie n'en tienne pas compte montre à quel point le corps des femmes doit être utile, à quel point une grossesse doit être estampillée utile avant d'être prise en compte à l'échelle de la société. Or, quand une fausse couche a lieu, on ne l'efface pas. Donc tant qu'à faire, autant la traiter pour éviter une dépression à la prochaine grossesse ou une dépression tout court s'il n'y a pas de prochaine grossesse. Autant trouver les protocoles qui sont dignes, qui sont convenables. Aujourd'hui, l'injonction, c'est celle d'aller de l'avant. C'est limite un de perdu, 10 de retrouvé. C'est ça ira mieux demain. Mais le problème, c'est que quand on est dans le deuil, on est maintenant. On est dans le présent du deuil et il faut pouvoir accepter ce présent et en tenir compte pour pouvoir avoir un lendemain. C'est dingue qu'il n'y ait rien en matière de protocoles médicaux et donc avec des répercussions sur le reste de la société pour accueillir les femmes et les couples qui subissent ça. C'est encore une fois une manière de considérer que le corps des femmes doit être utile, doit avoir fait œuvre de son destin procréateur. Sans cela, tout simplement, on s'en fout. Enfin, le fait d'ailleurs que le postpartum subisse un sort assez semblable à ce premier trimestre, c'est-à-dire une invisibilisation de tous les problèmes, non seulement physiques mais aussi psychiques que traversent les femmes, pour accueillir cette grande nouveauté qui est là pour le coup l'arrivée d'un enfant, eh bien c'est la même chose, c'est-à-dire que le corps a fait son œuvre d'utilité, maintenant c'est bon quoi, on n'en parle plus, on ne parle plus du réel trivial que traverse le corps et on ne parle plus de ce que traverse la femme psychiquement qui est considéré comme une fois de plus un caprice, un signe d'hystérie, un signe de rejet, alors que non, ce n'est pas un signe de rejet, c'est un signe d'ambivalence, de complexité. Après, c'est vrai que l'ambivalence et la complexité, c'est pas trop la came des médecins. Et en même temps, il faut les comprendre, hein. Leur science repose sur des critères diagnostiques, grâce auxquels tu vas proposer une liste de mots possibles, trier du plus plausible au moins plausible, et en gros, tu laisses évoluer la situation pour voir vers où penche la balance. Du coup, c'est très compliqué pour eux de cerner les maladies polymorphes. Et la grossesse, cherche pas, c'est très très chelou, hein. Il n'y a pas deux femmes pour qui ça se passe pareil. Même pour la même femme, tu fais deux grossesses, c'est pas forcément les mêmes. C'est compliqué une femme. La faute aux hormones qui sont pas stables du tout. C'est pour ça que les médicaments sont toujours testés sur des hommes et non pas sur des femmes. Pour enlever les artefacts statistiques qui pourraient être apportés par les changements hormonaux normaux du cycle de la femme, on prend plutôt des mecs. Après, c'est un peu chiant pour nous, hein, parce que les médicaments sont moyennement adaptés. Mais bon, quelle idée aussi d'avoir un cycle hormonal. Bon, les médecins se sont un petit peu occupés des femmes enceintes quand même. Simplement, elles font l'objet d'un degré d'attention très très variable en fonction du stade de leur grossesse. Parmi les moments clés qui ont fait couler beaucoup d'encre, on trouve le début de la grossesse. Tu sais, ces premières semaines où tu te dis on l'arrête la gestation ou on la continue? Ça a vachement intéressé les médecins. Les médecins de l'Antiquité sont d'ailleurs très peu nombreux à s'insurger contre l'avortement. Par contre, ils insistent tous sur le fait que les interventions doivent être précoces pour préserver la santé de la maman. Ils sont donc particulièrement à l'écoute des tout premiers signes de la grossesse, les seins qui enflent, l'arrêt des règles, etc. Et à ce moment-là, ils donnent plein de petits trucs et astuces parfois un petit peu bizarres pour se débarrasser de l'embryon si vous n'en voulez pas. Plutarque souligne par exemple que les femmes peuvent consommer le dictame. C'est une plante qui est affiliée à l'origan et qui a un pouvoir abortif assez fulgurant. Quant à Soranos d'Éphèse, il mentionne que pendant les 30 premiers jours de la grossesse, on peut se débarrasser de l'enfant en sautillant sur place, en buvant du vin ou alors en se faisant balloter dans un chariot. Mais ma solution préférée, ça reste quand même l'introduction d'une huile chaude et sucrée à l'intérieur du vagin. Soranos d'Éphèse, Sade, même combat. Une fois que la femme a décidé de garder le gosse, les médecins la laissent grossir tranquillou bilou dans son coin. Littéralement, on l'abandonne jusqu'à l'accouchement. Accouchement qui, lui, est très bien documenté, notamment grâce au traité des maladies des femmes, écrit au IIe siècle, toujours par Soranos d'Éphèse, qui est très inspiré. Cet écrit fait très longtemps autorité, et il est même traduit au VIe siècle par Moschion, qui en compose un abrégé sous forme de questions-réponses destinées à la pratique des sages-femmes. On s'aperçoit dans ce texte que les connaissances anatomiques sont plutôt poussées. Par exemple, on va prendre en considération les particularités utérines de la patiente au moment de l'accouchement.
Si l'utérus est incliné, dévié, rétroversé, on adapte la procédure d'extraction du bébé. Platon dit aussi que des drogues sont utilisées pour, je cite, éveiller ou calmer les douleurs pendant la délivrance. Alors par éveiller les douleurs, on entend par là donner des produits spasmodiques pour déclencher des contractions au cas où ça vienne pas assez vite. Par contre, une fois que la femme a accouché, on s'occupe plus du tout d'elle. Pourtant, bien évidemment, les complications gynécologiques postpartum, c'est pas rare. Mais à part Pline l'Ancien, qui dans Histoire naturelle s'inquiète un tout petit peu de l'état interne du matos, les autres ne mettent pas leur nez là-dedans. En revanche, on s'occupe beaucoup des seins de la mère, parce que contrairement au vagin et à l'utérus qui ont déjà rempli leur mission, circuler, il n'y a plus rien à voir, eh bien les seins sont très utiles juste après l'accouchement, pour nourrir le bébé. On va donc donner plein de recettes pour éviter les congestions mammaires, notamment grâce à des pâtes de cumin, d'alun ou encore de figues séchées. J'ai super faim. En lisant sur les mœurs antiques autour de la grossesse et en discutant avec Judith, je m'aperçois que j'ai eu beaucoup de chance dans mon début de grossesse qui pourtant n'était pas très enviable. Pour la petite histoire, j'étais en plein bouclage de l'ouvrage Lady Sapiens, dont vous pouvez d'ailleurs suivre les coulisses de la réalisation grâce à des vlogs vie d'auteur et conseils d'écriture. C'est sur ma chaîne secondaire, je vous mets tout ça en barre d'infos. Tout ça pour dire que mes co-auteurs, mon éditeur ont été super compréhensifs. Je ne parle même pas du futur papa qui a tout fait dans la maison sans jamais se plaindre. J'espère donc de tout cœur que vous allez partager cette vidéo ainsi que le livre de Judith avec toutes les femmes que vous connaissez autour de vous, mais aussi avec les hommes. Parce que si déjà nous on n'est pas au courant de la moitié des trucs, t'imagines bien que eux... J'aimerais vraiment que toutes les nanas qui, comme moi, galèrent en premier mois de grossesse puissent bénéficier de l'exemplaire solidarité masculine que j'ai eu la chance de vivre. Mais pour que ça devienne la norme, il faut en parler. Pour que les 3 premiers mois de grossesse ne soient plus un tabou. Et qu'on puisse enfin rôter comme des camionneurs sous Cronenbourg sans aucun complexe. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures archéologiques et macabres. Et d'ici là, restez vivants!